Après 15 ans de spécialisation dans la fusion-acquisition et donc une connaissance fine du monde de l'entreprise, de ce qui s'y joue dans des moments importants et difficiles d'une entreprise, maintenant Thierry Gautron accompagne les entreprises dans leurs projets de transformation en travaillant sur l'engagement, mais aussi sur les méthodes agiles. Il a coécrit le livre La transformation permanente. Vous avez donc affaire à un spécialiste de nos sujets et j'ai particulièrement apprécié la façon dont il pense la vie d'entreprise comme une aventure. Et que cette aventure, elle ne soit pas vécue seulement par les gens du board, mais par l'ensemble des gens qui la constituent. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour et bienvenue sur Human First, le podcast business qui parle plus d'humain que de chiffres. À chaque épisode, je vous emmène à la rencontre de professionnels qui ont osé voir le monde du travail différemment. Comment ? En plaçant l'humain au cœur de ses priorités et de sa stratégie. Je suis Cécile Chaperon, entrepreneuse, RH, coach et militante pour un monde du travail plus épanouissant et plus responsabilisant. Et maintenant, place à notre invité du jour. Bonjour Thierry. Salut Cécile. Quand on a préparé l'épisode, tu m'as parlé de quelque chose qui m'a déjà fortement marqué. Tu m'as dit, moi, j'ai envie de comprendre et en tout cas de faire en sorte que les gens vivent une aventure quand ils travaillent. Parce que sinon, on a tendance à être 10 personnes dans la boîte à vivre une aventure et tous les autres passent à côté de ça. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus? Parce que ça m'a passionné ce sujet. Avec plaisir. C'est un peu le point de départ de mon virage professionnel que j'ai pris à la fin des années 2000. Et effectivement, j'étais à l'époque, j'avais l'opportunité d'accompagner des entreprises et d'être au conseil de surveillance d'ailleurs de certaines entreprises. Enfin, le point de départ, c'est vraiment une entreprise en particulier dans laquelle je faisais partie du board et qui était en phase un peu complexe, difficile suite à la crise de 2008-2009 et qui était obligé de fermer un site avec 30 personnes sur 250-300 salariés à peu près. Et étant moi membre du board, si tu veux, je me retrouvais avec 9-10 autres, une dizaine de personnes autour de moi dans ces fameux conseils de surveillance où on était censé réfléchir à la stratégie, à comment on allait faire, à la restructuration, son opportunité, en gros, comment on faisait pour faire marcher cette boutique, cette boîte dans un contexte un peu compliqué à ce moment-là. J'ai été frappé, et puis je crois être intervenu pendant ce conseil pour dire, en fond, pourquoi on réfléchit à 10 à ce problème-là, alors que si tous les salariés se sentaient concernés par cette question-là, on aurait quand même beaucoup plus de chances de sortir l'entreprise de l'ornière. Et effectivement, l'image que j'avais, c'était que, et je voyais bien qu'au board, même moi d'ailleurs, j'étais enthousiasmé parce que j'avais l'impression d'être important, de participer à des réflexions qui étaient structurantes, qui conditionnaient l'avenir du truc, etc. Donc, je prenais du plaisir à participer et je voyais bien ce décalage entre une dizaine de personnes, en général les dirigeants, les actionnaires, etc., qui vivent finalement l'entreprise comme une manière extraordinaire de s'émanciper, de s'épanouir, de se sentir compétent, de se sentir bon dans ce qu'on fait, voilà. Et à côté de ça, 300 salariés qui eux avaient pas du tout l'impression, enfin donnaient pas l'impression de vivre une aventure et qu'on tenait même éloigné de l'aventure. En fait, c'est ça qui m'a frappé. Et d'où ma réaction, mais pourquoi on se tourne pas vers les équipes qui, finalement, c'est elles qui font la qualité des produits qu'on fabrique, c'est elles qui sont en face des clients, c'est elles qui font qui donnent le sourire aux clients ou pas. Enfin, donc les gens qui sont les plus à même d'influer sur la performance, la réussite, la sortie de la crise de cette organisation sont pas dans la pièce où on discute. Ceux qui sont là sont très intelligents, mais sont loin des sujets, et sont pas ceux qui vont pouvoir faire la différence. Et en plus, on perd l'opportunité d'emmener 300 salariés dans une aventure qui peut être passionnante pour 300 salariés, qui est de faire marcher une entreprise. Voilà, c'était ça mon point de départ. C'est ça qui m'a donné envie de faire évoluer mon activité vers l'accompagnement de transformation culturelle, managériale, organisationnelle. Et pour la petite histoire, à ce moment-là, la réaction des gens avec qui je me trouvais, en fait, c'était mais Thierry, de quoi tu nous parles? T'as jamais managé quoi que ce soit de ta vie? Enfin, moi, j'étais financier à cette époque-là. Je faisais du conseil financier, quoi. Donc, le retour, c'était, tu connais rien. De toute façon, le management, c'est pas comme ça. Enfin, en gros, l'idée de, voilà, quoi, inviter des salariés dans des réflexions stratégiques. Non, mais ils en ont rien à foutre, les salariés, de la réflexion. Enfin, tu vois, c'était ça ce que j'avais comme retour. C'était il y a combien de temps, ça? C'était en 2009, quoi. Donc, il y a quand même déjà 15 ans.
ce retour a été tellement difficile à gober pour moi que je me suis même dit, mais ils ont peut-être raison. En fait, c'est vrai que moi, j'y connais pas grand-chose en management. Peut-être que je suis totalement idéaliste et bisounours. D'ailleurs, on me renvoie souvent l'idée du bisounours, hein. Ça, c'est quelque chose qui me suit depuis des années. Je suis reparti avec cette idée-là et en fait, à peu près à ce moment-là, je suis tombé sur le bouquin de Isaac Getz sur la liberté. Enfin, à l'époque, c'était Freedom Point, c'était la version anglaise, mais les de Liberté et compagnie. Et j'ai lu ce bouquin et je me suis dit, bah putain, non, Je ne suis pas fou. bah non. Alors peut-être que moi, c'est vrai que j'ai aucune expérience de management et d'accompagnement du management à cette époque-là, mais je me dis, bah ouais, bah regarde, il y a des boîtes qui font totalement différemment, qui sont beaucoup plus intégratives, qui emmènent beaucoup plus les équipes, qui en plus enfin, ont compris en quelque sorte ce qui moi m'animait, c'était l'idée que c'était pas que angélique et pour le plaisir j'avais vraiment des logiques même d'efficacité derrière ça. Si ceux qui font la qualité et qui font la différence sont embarqués dans une aventure, si en plus ils y trouvent du plaisir, ils seront plus engagés. Enfin, vraiment, j'avais cette idée de boucle vertueuse. Oui, et puis déjà, il y a 15 ans, hein, il y avait des entreprises qui, même sans être entreprises libérées, écrivaient des visions partagées, et cetera. Et pour n'en citer qu'une, des boîtes comme Leroy Merlin faisaient déjà ça il y a 15 ans. Ils étaient, largement en avance, sur le sujet. Il y a 15 ans, il y en a pas énormément qui le faisaient quand même. Mais, même si tu étais pas manager, tu étais managé quand même? Bah non, j'étais déjà à mon compte. Ah, tu étais déjà à ton compte il y a 15 ans? OK. Non, mais j'ai pas été beaucoup managé, hein. Et du coup, raconte-nous alors, comment, tu as opéré justement cette transformation professionnelle, toi? Ce sujet m'a vraiment passionné. Je crois que j'y ai vu un sujet de société, en fait, plus que même un sujet d'entreprise. J'avais déjà le sentiment à l'époque, et ça, ce sentiment n'a pas changé en moi, que grosso modo, les salariés prenaient pas énormément de plaisir dans ce qu'ils faisaient. En tout cas, dans beaucoup d'entreprises, je faisais assez nettement le lien entre ce manque d'intérêt des salariés, ce manque d'engagement, on pourrait dire aussi, et la manière dont on les traitait, la place qu'on leur laissait en fait dans un système d'entreprise, qui en gros était une place de bah, t'es une ressource, voilà ce qu'on attend de toi, fais ça, voilà, et puis je te paye. Voilà. Ce qui est assez pauvre comme relation. Et pour moi, c'était assez évident que c'était cette manière d'envisager la place de l'humain dans l'organisation qui générait ce dont les dirigeants se plaignaient par ailleurs. Parce que les dirigeants ils disaient, bah, Charles, quand même, c'est emmerdant, mais mes salariés ne sont pas engagés, ils prenaient aucune initiative, si je suis pas là, il se passe rien. Enfin, bon, et moi, je faisais le lien direct entre ça. Je disais, mais j'avais envie de dire, mais les gars, attendez, comment vous imaginez qu'ils vont s'engager à vos côtés, qu'ils vont apporter toute leur énergie et le meilleur d'eux-mêmes à une organisation qui les place dans une position un peu de pion, interchangeable, qui les licencie dès que ça va moins bien, qui s'intéresse pas du tout à la vision qu'ils ont de ce qu'il faudrait faire pour que ça marche d'ailleurs. Ne serait-ce que ça, qui ont plutôt tendance à penser là-haut dans la tête le changement, penser ce qu'il faudrait faire, qui se font presque plaisir, mais au mauvais sens du terme, tu vois, se faire plaisir, quoi. Genre, en fait, que nous, là-haut, ils se racontent qu'ils vivent une aventure extraordinaire parce qu'ils inventent la stratégie, l'organisation de demain, et puis après, ils descendent avec cette stratégie, ils sont très fiers d'eux, et puis en fait, ils sont surpris que les gens n'adhèrent pas, alors qu'ils n'ont pas du tout impliqué ces personnes qui, pourtant, voient évidemment très bien ce qui fonctionne ou pas dans l'entreprise. Les salariés, c'est ceux qui savent ce qui marche dans une boîte, c'est pas les patrons qui savent ce qui marche dans une boîte. Et puis qui mettent en place aussi, des systèmes de surveillance, qui mettent, les gens dans des positions, d'enfants et puis après on dit: «Mais je comprends pas, ils prennent pas de décisions par eux-mêmes». Exactement, avec cette espèce de et puis ça s'est renforcé parce que l'ancien financier que je suis a bien vu le mouvement se faire. Moi, j'ai bien vu la manière dont la finance s'est invitée beaucoup dans les entreprises à travers l'investissement, notamment le private equity, enfin tout l'investissement dans les entreprises. Il y a eu une financiarisation, on peut dire, du fonctionnement des entreprises qui s'est traduite par une volonté de contrôle. Et donc, cette volonté de contrôle, elle a complètement oublié en fait ce que c'était un être humain, ce dont il avait besoin pour être motivé, engagé dans une entreprise. Je pense qu'il s'y est même pas intéressé. En fait, c'était une vision très mécaniste. Et donc, dans la vision mécaniste, bah, il faut dire aux gens ce qu'ils doivent faire, parce que nous, on sait bien comment ils doivent faire. Évidemment, on est très intelligents, alors que bon, ils sont pas très intelligents. Comme on a plutôt l'impression que l'homme, dès qu'il le peut, est un loup pour l'homme, qui vont essayer d'échapper aux tâches qu'ils ont à faire ou de paresser, parce qu'on pense que l'homme est paresseux. Toutes ces espèces de croyances, tout ça vu de très loin du terrain, complètement déconnecté de la réalité de ce qu'est un être humain en situation de travail, ben, fait qu'on a mis en place des mécanismes qui ont bien dit aux gens, attention, hein, j'ai aucune confiance en toi. T'as bien compris. Et donc, je vais évidemment contrôler tout ce que tu fais, puis j'ai peur que tu me voles. Voilà, et tous ces messages
sont extrêmement pernicieux en fait en termes d'impact sur l'estime de soi des individus qui sont concernés, donc des collaborateurs, des salariés. Et puis évidemment, comment imaginer qu'un collaborateur va apporter son énergie, son engagement, le meilleur de lui-même à une organisation qui lui passe ces messages-là. Il lui dit, bah toi, je suis pas content de toi, je te dégage, tu es un numéro, tu fais ce que je te demande, puis attention, je vais vérifier que tu voles pas, et puis attention, je vais vérifier que tu fais bien tes heures. Bah, évidemment, comment les dirigeants qui fonctionnent comme ça, peuvent-ils encore croire? Heureusement, ils sont pas tous comme ça, et loin s'en faut, hein. Mais comment les gens qui ont cette vision totalement déshumanisée de l'entreprise, avec des ressources et pas des personnes en face d'eux, comment ils peuvent imaginer ou être surpris qu'il n'y ait pas d'engagement, qu'il n'y ait pas de fidélité, qu'il n'y ait pas de solidarité et de coopération? Ouais, je crois même pas que ce soit fait exprès, mais c'est quand on se laisse diriger par ses peurs ou quand, on fait d'un cas qu'on a eu une généralité, du coup ça va se reproduire, du coup je mets en place des process, du coup, et en fait, mettre en place un process pour un cas qu'il y a eu comme ça, en fait, c'est rendre malade l'organisation, quoi. Tu te rappelles de l'expression qu'utilisait Isaiah Guest pour parler de ça ou pas? C'était managing for the 3%. Ah oui, oui, Donc, c'est ça. manager pour les 3%. Toutes les règles que tu mets en place qui font chez 97% des gens qui sont honnêtes, qui sont naturellement prêts à faire ce qu'il faut pour que ça marche, tout ça pour se prémunir contre 3% de gens, peut-être effectivement, parce qu'il y en a toujours, hein, vont essayer de tirer parti du système à leur profit personnel. Ouais, du coup, je crois qu'il disait, du coup, vaut mieux faire le pari de la confiance, c'est quand même un peu plus rentable. Ah bah ça coûte beaucoup moins cher, il n'y a pas photo. C'est ça. Et alors toi, justement, dans tes accompagnements, comment tu arrives à ton objectif de faire vivre une aventure à l'ensemble des collaborateurs plutôt que juste aux 10 dirigeants? Bah déjà, il faut être honnête et dire que j'y arrive pas toujours. Mmh. Alors quand tu y arrives, comment tu fais? Oui, c'est la question libellée comme ça me paraît encore plus intéressante. Suivant les moments où j'en parle, je parle de 2 moteurs ou de 2 moteurs et demi ou de 3 moteurs. Et en fait, mon job à moi, en accompagnement de la direction de l'entreprise, en général, j'accompagne une équipe, hein, plutôt qu'un dirigeant seul. C'est beaucoup plus efficace, intéressant. Ça donne une vision plus complète en fait de ce qu'on est en train de faire. Et c'est très important quand on est dans ces mouvements-là. Donc, si je parlais de 3 moteurs, c'est le moteur du sens. D'accord. Donc, le sens, c'est la question de en fait, ça sert à quoi ce qu'on fait? Ça a l'air anodin parce que tout le monde parle aujourd'hui beaucoup du sens, hein. On parle d'entreprise à mission, c'est beaucoup sur la table cette question de la mission, de la raison d'être, etc. Mais quand je parle de sens, en fait, ce que je cherche à activer comme moteur, c'est un moteur de la confiance partagée sur le sens réel. En gros, c'est pas les discours ou même ce qu'on écrit, même parfois dans des statuts d'entreprise, qui vont faire la réalité perceptible par un salarié du sens de ce qu'il vient faire ici. Ça passe par la confiance, ça passe par le dialogue, l'écoute, et avoir pu toucher du doigt ce que les dirigeants portaient réellement comme ambition. C'est-à-dire qu'autrement dit, un dirigeant peut t'expliquer la main sur le cœur que sa mission, c'est de sauver le monde, et en même temps être personnellement guidé par des idéaux très financiers, par exemple, très économiques, ou des ambitions de domination du monde, être le leader mondial dans son domaine, ou leader même en France dans son domaine. Bon. Et en fait, la question du sens, c'est donc pas juste des mots écrits quelque part, ça passe par un échange, un dialogue qui va clarifier pour tout le monde ce qu'on vient vraiment faire, pas ce qui est prétendu, mais ce qu'on vient vraiment faire. Est-ce que tu aurais un exemple de différence entre, par exemple, une mission d'entreprise et ce qu'on vient vraiment y faire? Bah, la différence, elle n'est pas exprimable dans les mots, c'est-à-dire que c'est la même phrase. La phrase, ça va être, je sais pas, nous, dans notre raison d'être, il y a le veut aider les entreprises à devenir des entreprises dont nous rêvons pour nos enfants, qui est notre baseline, donc des entreprises dans lesquelles l'humain a de l'importance, etc. Donc ça, c'est une phrase. J'aurais pu écrire cette phrase-là sur le site internet de Altman Partners. Donc la question, c'est pas tellement ce qu'on dit, c'est comment c'est incarné. Là où le sens va plus faire sens, si je puis dire, c'est si je prétends ça sur mon site internet ou sur mes plaquettes, etc., et que derrière, dans la décision que je prends devant mes collaborateurs ou avec eux, je fais des choses qui contreviennent à cette mission ou à cette raison d'être que j'ai prétendu être la mienne. La vision, c'est pas les mots, c'est l'incarnation dans le comportement de tous les jours et permanent du dirigeant, de ce qu'il a contribué. D'ailleurs, moi, j'invite pas à ce que le dirigeant fasse tout seul ça, hein. Comme vous l'aviez fait d'ailleurs chez Leroy Merlin, je crois. Je suis tout à fait partant pour ces démarches, évidemment, de co-construction sur ces questions-là, mais que ce soit de la co-construction ou un dirigeant qui se lève le matin et qui décide que c'est ça la mission et la raison d'être, dans tous les cas, ça commence à faire vraiment sens que lorsque c'est totalement incarné. Donc, quand on se dit
Il y a pas un papier à passer entre ce que le dirigeant prétend être le sens de l'organisation et ce qu'il incarne lui en tant que dirigeant. En fait, c'est ça c'est à cet endroit-là que ça se situe la réalité du sens. Mais alors justement, comment vous arrivez à savoir si la réalité perçue est celle qu'on a envie de porter? Tu vois, est-ce que ça passe par des entretiens, des questionnaires? Est-ce que pour aligner ça, comment on fait? Ben, nous déjà on discute avec le dirigeant, donc on sait assez vite ce qu'il a dans les tripes le dirigeant. Et d'ailleurs, si dans les tripes il a des choses qui sont différentes de ce qu'il met en avant dans ses discours, on va l'inviter à être plus authentique. Et après, en fait, l'alignement il se sent. C'est pas un truc qui passe par le cerveau de comprendre l'alignement. C'est par le corps, on peut distinguer quelqu'un qui nous dit quelque chose qui est authentique et qui vient de ses tripes, de quelque chose qui réfléchit. Ben, on le sent tous. Tu dis ouais, bon, il m'a dit ça, mais Faut juste savoir s'écouter un peu, ouais. ouais, je le reconnais à des trucs qui se passent dans mon ventre hein, quand je discute avec quelqu'un et que je sens que ce qui m'est dit est quelque chose qui vient de la profondeur et de l'intérieur. Moi, j'arrive assez bien à sentir. Et je pense que c'est un peu vrai chez tout le monde parce que on sent bien des fois des décalages. Quelqu'un nous dit quelque chose et puis on sent que, bon, je sais pas, en fait, est-ce que je le crois? C'est tout simplement ça la question. Est-ce que je le crois? Si moi je le crois pas, quand je l'accompagne, je me doute très bien. Je sais que ses collaborateurs ne vont pas le croire non plus. Voilà, donc je cherche à ce que lui arrête de se raconter des histoires et aille vraiment vers ce qui est son centre de sens. Et je l'invite simplement ensuite à ouvrir un dialogue avec ses équipes, à se challenger là-dessus avec elles. Et à un moment donné, on sent que les gens se retrouvent là-dessus, quoi. Voilà. Du coup, je t'ai coupé, dans ma question qui, disait comment on fait vivre une aventure à tout le monde. Donc tu as commencé par le sens. Donc ça, c'est ce sur quoi vous travaillez? En fait, il y a trois moteurs. Ouais, je disais qu'il y a trois moteurs à démarrer. J'imagine ça comme des fois, je pense à un avion, tu vois, à l'ancienne où il faut démarrer les hélices, tu vois, quand tu prends la main à l'hélice, clac. Alors je dis trois moteurs ou deux moteurs et demi. En fait, le sens, c'est pas forcément celui par lequel je commence d'ailleurs. Enfin, il vient assez vite, mais je vais peut-être décrire l'avion complet, puis après on parlera des deux autres moteurs. On vient de parler de celui du sens, il y en a deux autres. Les deux autres moteurs, c'est le moteur de la relation et le moteur du pouvoir d'agir. Voilà, donc sens, relation, pouvoir d'agir, c'est vraiment ma carte, quoi, hein, celle que j'utilise quand j'interviens en entreprise. Et pour dire quelques mots de chacun des deux moteurs, puisque le sens, je pense que c'est bon, mais ça vaut peut-être le coup qu'on. Alors, enfin, le sens, avant de passer sur la relation et le pouvoir d'agir, le sens, dans ma logique à moi, c'est pour ça que j'hésite entre un moteur et un gouvernail, parce que le sens, à la limite, peut-être que les deux moteurs, c'est la relation et le pouvoir d'agir, et le gouvernail, c'est le sens. Et le sens, on vient de parler d'une partie du sens, qui est cette question de la vision, de la raison d'être, du why, en fait, pourquoi on est là. Hein. Mais il y a un autre sens, qui est aussi le sens des décisions, du cap, de vers quoi on va maintenant, des priorités. Voilà. Ce sens-là, il est important aussi et il faut qu'il soit en cohérence avec la raison d'être. C'est là qu'en fait, c'est l'écart entre si tu veux, ce que j'appelle la direction, donc le cap, et ce que j'appelle la vision, qui est donc plus cette côté raison d'être mission. C'est la cohérence entre les décisions qui sont prises et la raison d'être professée qui montre qu'effectivement le sens est présent et qu'il a effectivement du sens. Voilà. Bon, maintenant je redescends sur les deux moteurs que sont la relation et le pouvoir d'agir. Le moteur de la relation, c'est vraiment le moteur par lequel on va libérer l'énergie du collectif en ouvrant, c'est vraiment le mot à utiliser, c'est l'ouverture, en ouvrant la relation. C'est-à-dire qu'en fait, dans beaucoup de nos situations d'entreprise, on n'est pas vraiment ouvert. Peu de climats d'entreprise permettent vraiment de partager ce qu'on ressent, ce qu'on pense. Il y a des peurs, il y a des peurs de paraître idiot, des peurs de blesser, des peurs d'être blessé. Et donc, le moteur de la relation, c'est construire avec le collectif une qualité de relation, une sécurité de groupe qui va faire que les gens vont se sentir bien. Parce qu'en fait, c'est pas évident de trouver un environnement qui peut être soi-même et authentique. Et donc, mon but avec le moteur de la relation, c'est de créer cet environnement sécurisé où on peut être soi-même et authentique. Et quand je crée ça dégage beaucoup d'énergie qui était coincée dans les jeux, parfois dans l'ego. L'ego s'apaise. Voilà, et tout d'un coup, on arrive à un niveau de dialogue qui a rien à voir quand on travaille correctement ce moteur de la relation. Et ce niveau de dialogue, il va être vachement intéressant pour travailler sur le sens, tu vois, pour aller questionner le dirigeant, pour aller vérifier qu'on est OK sur le sens, qu'on comprend ce qu'on est en train de faire ici et qu'on y adhère. Et il va être aussi tout à fait nécessaire, cette qualité de relation va être nécessaire pour ensuite faire bouger la structure de l'organisation, ses fonctionnements, régler les problèmes qu'on y rencontre, pour que derrière, l'action, ça va être mon troisième moteur, le pouvoir d'agir, que ça fonctionne aussi. Voilà. Donc souvent, je commence
par la relation. Et c'est pour ça que quand je disais tout à l'heure, le sens, c'est pas forcément celui par lequel je commence. Si je sens qu'il y a des tensions, si je sens il y a de la charge, on s'est chargé comme climat d'entreprise, que voilà, il y a de la colère, il y a des choses qui sont présentes. C'est le plus important et la priorité, c'est déjà de créer ce moment où on va descendre tous ensemble à un autre niveau de profondeur et on va atteindre une autre qualité de relation. Voilà. Et donc ça s'organise par des moments collectifs qui peuvent prendre différentes formes suivant la taille de l'entreprise, sa configuration, sa présence géographique. Le dirigeant va jouer un rôle important dans cette étape-là. C'est lui qui part à sa propre ouverture personnelle. Donc ça demande un travail en amont de préparation. Si lui-même arrive fermé, il n'y a aucune chance que les gens s'ouvrent. Si lui-même pose une parole extrêmement authentique, personnelle, en confiance et en ouverture, et évidemment, ça va surprendre déjà et ça va créer les conditions pour que le groupe, aidé par nous animateurs, évidemment, là on va être les garants de la sécurité du dialogue à ce moment-là, évidemment, mais on va pouvoir créer une première fois, puis ensuite il faudra le reproduire, des moments où les gens vont découvrir ce que c'est que d'avoir un dialogue authentique en profondeur et sans peur. Et on sait créer ces environnements-là, et démarrer le moteur de la relation, c'est créer ça. Voilà, donc moteur de la relation, le sens, on va commencer à être questionné, on va le travailler, si on veut un changement, si on veut bouger, il faut savoir pourquoi. Donc on va passer sur ce moteur ou sur gouvernail, je disais tout à l'heure, du sens. Et après, troisième zone de travail, ce moteur du pouvoir d'agir, ce que j'appelle le pouvoir d'agir, qui est le plus compliqué. Tu me demandais aussi tout à l'heure, c'est je t'ai dit, ça marche pas toujours, hein, cette transformation. Alors, je dirais que démarrer le moteur du sens, démarrer le moteur de la relation, ça fonctionne pratiquement toujours. Ça paraît peut-être surprenant parce que on touche vraiment des choses qui sont très humaines. On se dit tiens, l'ouverture, c'est pas évident. Tu vois, plein de dirigeants d'entreprise ou des managers sont confrontés régulièrement à la difficulté d'obtenir que les gens s'ouvrent, qu'ils acceptent de se livrer, de dire vraiment ce qu'ils ont sur le cœur. Ça va donc probablement surprendre ces gens-là, mais avec la bonne méthode, la bonne approche, la préparation, la préparation surtout du dirigeant ou de son équipe proche, il n'y a pratiquement pas de doute qu'on va arriver à obtenir un climat d'ouverture. Un moment, alors ça, je dis pas que je dis pas qu'on part pour 5 ans derrière d'ouverture. Hein. Je dis, mais on va savoir créer à un moment donné, en réunissant jusqu'à un grand nombre de personnes. Moi, je l'ai fait jusqu'à 150 personnes. On va créer un moment où, même à 150, où les gens vont très très clairement sentir que quelque chose change à ce moment-là dans la relation et ça va les inviter à être dans un niveau d'authenticité et une qualité de relation qui probablement n'a jamais été ou très rarement connu dans l'organisation. Donc ça, jusque-là, on sait pratiquement le faire tout le temps. Arriver là, c'est pas très compliqué. Enfin, c'est pas compliqué, c'est relativement certain. Exactement, c'est complexe, ça prend du temps, mais c'est certain. Le plus dur, et c'est là où moi j'ai échoué dans des transformations que j'ai accompagnées, c'est d'arriver à faire en sorte que ce momentum, tout d'un coup, cette espèce d'énergie qui revient, tout d'un coup, parce que tu vois, en prenant un exemple d'une entreprise d'une centaine de salariés, on passe d'un état où on a un dirigeant qui est pas très content, qui sent qu'il n'y a pas beaucoup d'engagement, qui se sent très seul à porter finalement et à essayer de faire bouger l'organisation pour l'adapter à un monde qui lui-même bouge. Là, en aidant à démarrer le moteur de la relation et le moteur du sens, on se retrouve à un instant où tout d'un coup, il se retrouve avec 70, 80, 90% des collaborateurs qui disent « Moi, je suis prêt à venir là ». Et il va le sentir et ça va être dit. Donc, c'est quand même un changement radical. Tout d'un coup, il se dit « En fait, non, les mecs sont là, quoi. Ils sont là, quoi. Ils ont envie. Ouais. » Et donc, cette énergie qui revient, si on n'en fait rien, si derrière l'infrastructure, les modes de fonctionnement habituels de l'organisation ne sont pas changés, s'ils n'évoluent pas, si ce qui pose difficulté n'est pas clairement pris en charge pour le transformer, cette énergie va redisparaître. L'énergie, elle va perdurer dans le temps vraiment que si les gens qui ont vécu ce moment de retour de l'énergie arrivent à l'utiliser pour faire bouger les lignes et faire sauter les verrous, les freins qui les empêchaient de participer à ce mouvement collectif. Car en réalité, dans beaucoup d'organisations, le mouvement collectif, l'initiative, les volontés de participer, elles sont beaucoup tuées dans l'œuf par nos mécanismes de contrôle, on en parlait en introduction, par nos besoins de contrôle, nos besoins de vérifier qu'on ne se disperse pas. Et donc, c'est tout ça qu'il faut bouger. Si on ne bouge pas le cadre préexistant de contrôle et de maîtrise de l'action, l'énergie va repartir très vite, avec des gens qui auront l'impression d'avoir vécu un moment extraordinaire lors du séminaire où on a réuni tout le monde et où les gens ont senti un dirigeant qui avait envie de bouger les lignes. Et ils vont se dire, voilà, mais on est 2 mois plus tard, rien n'a bougé. Et probablement qu'eux n'auront pas bougé,
Et donc, ils vont avoir tendance évidemment à considérer que c'est surtout les autres qui n'ont pas bougé. Mais c'est surtout que l'action n'a pas bougé. C'est qu'en fait, l'action n'a pas eu lieu, quoi. Et cette action, elle est majeure, elle est très importante. Et pour la soutenir, pour qu'elle existe et qu'elle advienne, il faut installer dans l'organisation des mécanismes structuraux. Quand je parle de structure, je parle de process, je parle de mode de prise de décision, je parle de rituels qui permettent de soutenir l'avancement d'un certain nombre d'actions, je parle de différentes choses qui doivent à tout prix exister pour libérer l'action, en quelque sorte l'obliger à avancer cette action et faire en sorte que 2 mois plus tard, 3 mois plus tard, 4 mois plus tard, après ce moment un peu clé du changement d'énergie dont j'ai parlé tout à l'heure, grâce au moteur de la relation et du sens, que ça débouche sur les changements et que 3 mois plus tard, les gens puissent dire putain, c'était trop cool le séminaire il y a 3 mois, mais là, t'as vu ce qu'on a bougé dans la boîte depuis? Voilà. Et là, quand on arrive t'as vu ce qu'on a bougé dans la boîte depuis, ça donne envie de continuer. Et dans les mois qui vont suivre, de nouvelles choses vont changer et les gens vont s'emparer, l'ensemble du personnel va s'emparer, quand on fait bien les choses, de la transformation de l'organisation, vont la voir effectivement évoluer. Pour ça, il faut que le dirigeant, évidemment, lâche prise sur certaines choses. S'il veut reprendre le contrôle, s'il veut que ce soit des changements avec lesquels il est 100% d'accord et que ça vienne de lui, etc., bah là, on va faire repartir l'énergie. Par contre, s'il contribue en se laissant porter par le mouvement, que effectivement, ça donne lieu à des changements visibles, parfois emblématiques. Il faut manipuler, faut manier le symbole. Quand on fait ça aussi, c'est important, le symbole. Et donc, bah là, les choses bougent et tout d'un coup, l'organisation se découvre, le collectif, les gens dans l'organisation sont stupéfaits de voir qu'en fait, on est en train de bouger la boîte, qu'on est en train de résoudre les problèmes, de la faire mieux fonctionner et qu'on est en train de faire sauter les verrous qui les empêchaient d'être dans l'autonomie, d'être dans le lien avec les autres, d'être dans l'humain, d'être, etc., etc. Et là, il se passe vraiment des choses. Et donc, c'est là que ça marche. C'est pas gagné à chaque fois. Et cette partie-là, moi, j'ai eu beaucoup de mal à convaincre mes clients d'aller jusqu'au bout de cette démarche-là. Après, je crois avoir fait des très très belles transfos sur la première partie jusqu'au moment où on voit l'énergie refluer là, pendant le séminaire. J'avoue que ça a été beaucoup plus compliqué. D'abord, au départ, par un manque de compétences sur le sujet. Je la mets bien volontiers. Il a fait parce que c'est pas si simple que ça de mettre en place la structure qui va bien pour soutenir ce mouvement derrière, d'action, le pouvoir d'agir. Et ça a été aussi parfois par des dirigeants qui ont voulu reprendre le contrôle. Ça a été aussi un écueil parfois moi, j'ai travaillé beaucoup avec les PME qui n'ont pas forcément des budgets très importants. Et du coup, mine de rien, de faire tout ça, et ça prend du temps et donc ça coûte de l'argent. Et quand les gens voient refluer l'énergie, ils se disent c'est cool, on a fait le taf, quoi. Alors qu'en fait, c'est le moment où il fallait pas lâcher. Voilà. Thierry, toi, avec ton degré de maturité sur le sujet, avec les accompagnements que tu fais, tout ce que tu vois, en ce moment ou récemment, tu dirais que c'est quoi ta réflexion du moment sur le sujet du management, des gouvernances? Bah, il y a plusieurs choses, j'ai envie de répondre. D'abord, j'ai l'impression que ce mouvement qui a commencé à faire parler de lui au début des années 2010, 2011, avec le bouquin de Isaac Getz, puis derrière de celui de Frédéric Laloux, puis d'autres. J'ai quand même l'impression que c'est un modèle qui intéresse. C'est-à-dire que il y a eu plein d'échecs. Il y a des gens qui ont confondu l'entreprise libérée et l'entreprise sans cadre. Et ça donnait des résultats assez dégueulasses. Et donc, plein de gens ont dit ça marche pas l'entreprise libérée. Mais globalement, et je le vois, là j'étais encore tout à l'heure avec un groupe relativement important américain qui a une filiale française que j'ai peut-être accompagné. Là, on est sur on a quand même un mouvement de fond qui me paraît assez clair. C'est-à-dire que les gens ont compris que l'autonomie, la place de l'humain, le sens, si je prends des mots qui sont un peu valises, mais en même temps emblématiques de ce mouvement-là, je crois que les gens ne reviennent pas en arrière. Ils se disent pas, bah non, en fait, l'autonomie, c'est de la connerie. Non, j'ai l'impression, grosso modo, qu'il y a une prise de conscience qui grandit et j'ai plutôt l'impression que les dirigeants autocrates qui sont persuadés que c'est en étant autoritaire et dans l'autorité que on arrive à obtenir des résultats. Je pense que c'est en train de changer. Voilà. C'est en perte de vitesse ce modèle un peu autocratique. Donc ça, c'est plutôt bien. Après, ce qui gratte, c'est que on est quand même dans des sociétés où on est beaucoup dans nos têtes. On en parlait tout à l'heure en off, avant qu'on démarre cette interview, toi et moi. On est tellement dans nos têtes que c'est quand même un vrai frein à ce type de transformation. Parce que, autrement dit, une autre manière de dire les choses, c'est que cette transformation, elle fonctionne quand le dirigeant capable ou les dirigeants, parce que je ne vais pas parler que d'une seule personne, mais quand même le dirigeant a un rôle, il s'agit de bouger la culture d'une organisation, il a un rôle très très fort.
Un mandataire social, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est quelqu'un qui a la responsabilité en fait de l'organisation. Donc si lui a pas envie de bouger les lignes, rien ne bougera jamais. Donc c'est le dirigeant et une équipe autour de lui. C'est pas accessible d'emblée d'accepter de lâcher le contrôle. C'est pas accessible d'emblée d'aller explorer d'autres parties de soi. Enfin, c'est un travail personnel en fait. Hein. Alors ça va peut-être faire peur à certains de nos auditeurs, mais un vrai changement sur beaucoup de croyances qu'on véhicule quand on est dirigeant. Et ce changement-là, il est vraiment pas simple. Et encore moins simple, c'est autre chose qui me gratte, dans un contexte où on est complètement bousculé par l'urgence. Démarrer un moteur de la relation et prendre du temps pour discuter du sens et du gouvernail, ou même travailler sur la structure pour mettre en place quelque chose qui soutienne davantage le pouvoir d'agir dans l'organisation. Ça peut pas se faire en 5 minutes entre deux réunions ou deux Teams, quoi, si tu veux. Et or, aujourd'hui, le contexte global économique fait que les entreprises sont plutôt sous tension. Cette tension assez perceptible ne libère pas le temps des gens. Ça fait plutôt fonctionner à fond le cerveau, le mental et la fonction contrôle. Et donc, en vrai, moi, je crois que dégager du temps, à se relâcher, à se reconnecter vraiment en profondeur, ce qui demande du temps, c'est hyper nécessaire, hyper important, même pour s'adapter à un monde qui change très vite. Mais des fois, la pression est telle sur le quotidien qu'on n'arrive pas à faire ça. Donc, c'est un peu l'image classique qu'on a tous, c'est le hamster dans sa roue. Tu tournes, tu n'as pas le temps de t'arrêter pour regarder si on ne pourra pas faire tourner la roue autrement. Et ça, je pense que c'est une énorme difficulté. Et je dirais que d'ailleurs, c'est pratiquement impossible de le faire en intérieur de l'entreprise. C'est pour ça que les gens comme nous qui venons de l'extérieur sont probablement utiles aussi pour ça. C'est que les gens nous payent, nous font intervenir et donc ils acceptent. Ils posent des dates. Ils posent des dates et ils se retrouvent coincés. Ouais. Ils se retrouvent avec une demi-journée ou une journée ou parfois 2 jours sur des séminaires plus longs où l'activité s'arrête. Ça coûte très cher. Ça coûte très cher. Moi, je crois que c'est extrêmement impactant sur ce que ça peut obtenir comme résultat à moyen et long terme derrière. Mais en même temps, c'est quand même, c'est pas facile, quoi. C'est pas facile. Et j'ai des organisations dans lesquelles on n'a jamais réussi à faire ça. Ouais, mais on le sait quand même que, justement, en cas d'urgence, il est grand temps de prendre son temps, quoi. C'est peut-être une phrase bateau, mais moi que j'observe vraiment, vraiment. En ce moment, j'accompagne une organisation, ils sont dans l'urgence sur tous les sujets. Si je les écoutais, on annulerait, les interventions, les réunions à chaque fois et je tiens bon à chaque fois et finalement, c'est ce qui permet d'avancer. Oui, Cécile, je suis d'accord. Et ça met peut-être, du coup, ça permet de mettre le doigt sur un truc très important. En fait, je parlais du rôle central du dirigeant. Moi, je passe beaucoup de temps en amont des missions, enfin au démarrage des missions, on va dire, à discuter avec le dirigeant pour lui faire comprendre tout le schéma dans lequel on va s'inscrire pour faire bouger les lignes, et que c'est lui qui veut bouger au départ Bah, en oui, général. oui, sinon tu serais pas là. J'insiste énormément sur le fait qu'un projet de transformation comme ça, c'est pas un projet parmi 10. Il faut que ça devienne pratiquement le projet central. Il faut que lui prenne du temps, il consacre de l'énergie et du temps et ne lâche en rien la priorité qu'il accorde à ce mouvement. Sinon, évidemment, ce mouvement, il va pas tenir. C'est un mouvement tellement complexe à mettre en œuvre, mais qui porte aussi des résultats tellement extraordinaires quand on le fait bien. C'est qu'il faut qu'il ait la foi, en fait. Il faut qu'il ait la foi et qu'il soit prêt à ne pas lâcher et à être extrêmement persévérant dans l'énergie qu'il va consacrer à ce mouvement-là. Et au fond, peut-être que c'est ça le vrai marqueur des missions qui donnent des vrais impacts de celles qui donnent des impacts beaucoup moins pertinents. Je crois qu'au fond, c'est probablement la manière dont le dirigeant s'investit à titre personnel et s'engage lui-même dans la transformation. En gros, ce qui marche pas, j'ai envie de changer, mais je voudrais une recette vite fait. Dis-moi ce qu'il faut que je fasse. Comme les gens te font confiance en tant qu'accompagnateur, ils acceptent le temps que tu leur prends, les séminaires que tu organises, etc. Et au final, voilà, ils ont vu ça comme un outil qui permettait de faire revenir l'énergie. Après, ils ont leurs outils. Enfin, en gros, il y a des gens qui passent à côté, quoi. Et puis, tu en as qui passent pas à côté. Et quand les gens passent pas à côté, évidemment, là, ça donne pour le coup des résultats très, très différents. Et ça, c'est un changement de paradigme majeur pour le dirigeant. Thierry, j'ai encore plein de questions, mais je vois le temps passer à une vitesse dingue. J'ai quand même envie de te poser une dernière question autour, parce qu'en ce moment, j'ai beaucoup d'invités qui tournent autour du sujet et j'aimerais bien t'entendre là-dessus. Qu'est-ce que tu penses de faire entrer
le développement personnel dans le monde de l'entreprise? Il faut peut-être qu'on précise ce qu'on entend par développement personnel. Tout ce qui est autour de la connaissance de soi, mais aussi, l'idée justement de travailler sur notre relationnel, sur notre façon d'être en relation pour tenter d'enlever les masques, de retirer les jeux de pouvoir en entreprise et cetera. Pour moi, c'est ça le vrai développement personnel, hein, ça n'est pas, le coach, 5 minutes par jour pour faire ceci ou cela, hein. Mais Oui. ou les 5 recettes pour je sais pas quoi, enfin bref, voilà, je voulais clarifier pour nos auditeurs, ce qu'on entendait par développement personnel. Donc si le développement personnel, c'est effectivement faire la paix avec soi, tu vois, on pourrait dire faire la paix avec soi-même, baisser les égos, abaisser les peurs, avoir moins peur. Et du coup, en ayant moins peur, être plus connecté à soi, plus connecté aux autres. Oui, moi je crois que ça c'est pas du tout, ça devrait pas être un tabou dans l'entreprise. Et je pense que c'est la clé des relations apaisées, en famille aussi, hein, en famille avec nos enfants, avec nos collègues. Donc, je suis, oui, persuadé que avoir une place pour la vraie relation, pour une qualité de relation dont je parlais, c'est ça le moteur de la relation en fait. Hein, c'est exactement ça. Hein. C'est la clé pour vivre des choses beaucoup plus agréables et sympathiques ensemble en entreprise. C'est la clé de la coopération. Hein, tout le monde connaît ces réunions où les égos prennent trop de place, où on veut avoir raison, où c'est pas ça qui nous aide à prendre des bonnes décisions, à s'aligner ensemble sur un sens commun, etc. Donc, le développement personnel, il contribue à atténuer, à faire baisser les masques et à trouver le commun aussi. D'ailleurs, je disais, le sens commun, ça passe par les tripes. Ça se ressent. Bah, si t'es coupé, si t'es pas ouvert à tes ressentis, ce qui rassemble les êtres humains va pas se faire. Donc oui, je pense je pense que c'est un mouvement souhaitable dans nos vies en général et dans l'entreprise en particulier. Thierry, qu'est-ce que tu aimerais entendre à ce micro sur le sujet des gouvernances et du management, plus humain, plus responsabilisant? J'ai une personne qui me vient dont j'ai lu des choses qui m'ont semblé extrêmement puissantes, qui s'appelle Boris Cyrbeer, qui est philosophe, si j'ai bien compris, qui est dans l'écosystème LabRH. Voilà, et j'avoue avoir lu un article de ce monsieur, de ce garçon, dont j'ai plus le titre en tête, mais qui m'a bluffé. Je trouvais que c'était extrêmement intelligent. Voilà. Très, 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 très sage, très puissant. Voilà. Et puis, écoute, Frédéric Laloux, pourquoi ne rêvons, pourquoi pas, hein, clairement. Je pense que ça serait une très, très belle interview. Et Christophe Le Buan ou Jacques Santini, qui sont les fondateurs de Toscane Accompagnement, qui est vraiment des gens qui m'ont beaucoup apporté. J'ai été me former chez Toscane et tu vois, dans ma carte là, de transformation, le moteur de la relation, le moteur du sens, c'est vraiment, ils m'ont permis vraiment d'accéder à une autre dimension sur ces questions-là. Pour moi, c'est des gens qui ont compris quelque chose. Et sans eux, je crois que je l'aurais jamais compris. Donc voilà, ça mérite pour moi d'être écouté. C'est très important. Ce serait quoi ton petit mot de la fin pour nos auditeurs sur les sujets de transformation? Peut-être un petit conseil ou une réflexion Bon, écoute, ce qui me vient, c'est rejoignez-nous. dans ce beau mouvement? Rejoignez-nous, venez bouger nos entreprises. Je crois qu'on en a plus besoin que jamais. Je trouve un peu gris, moi, le monde de l'entreprise à beaucoup d'endroits. C'est pas le cas, heureusement, de toutes les entreprises. Il y a encore des entreprises, ou même pas mal peut-être d'entreprises, où il y a de la joie de vivre, on prend du plaisir à être ensemble, face à des contextes qui sont pas toujours simples. Mais plus on est nombreux à vouloir ce mouvement, plus on a de chance de bouger le monde avec des entreprises qui soient plus réjouissantes. Comme je te le disais, Cécile, notre baseline chez Altman Partners, c'est construisons ensemble les entreprises dont nous rêvons pour nos enfants. Faisons-le vraiment, quoi. Moi, mes enfants, j'en ai un qui a 19 ans et l'autre qui a 17 ans. J'ai envie qu'ils aillent bosser dans des boîtes où ils peuvent grandir, s'épanouir, où ils sont traités comme des adultes, où ils peuvent être aussi challengés et mis en face de leurs responsabilités, où ils sont pas traités comme des gamins et à qui on passe tout. Au contraire, j'ai envie que on leur montre ce que c'est que le monde et que le monde, c'est pas toujours quelque chose qui te donne exactement ce que tu veux. Déjà, tu sais même pas ce que tu veux des fois. Bon, tu sais peut-être ce que tu veux, mais tu sais pas ce dont tu as besoin. Donc voilà, voilà, je rêve d'entreprise comme ça, donc venez nous rejoindre. Et je sais pas si tu as déjà écouté l'épisode qui est, de Louis Fortin, de l'entreprise Team, où, ils ont un peu la même baseline, de construire des entreprises, pour Ah leurs bon? enfants. Ouais, je te laisserai l'écouter. Ah bah non, je connais pas Louis Fortin. J'écouterai sur ton podcast. Et où il parle aussi pas mal de développement personnel. En tout cas, je te remercie, beaucoup Thierry pour, d'avoir accepté de parler à mon micro. C'était un plaisir et merci d'avoir amené, toute ton approche, autour des relations, du pouvoir d'agir et du sens. Ça m'a beaucoup impacté. Et puis aussi l'aventure, et ça j'en ai parlé, au début, hein. Le fait de vivre une aventure, c'est je le reprends à mon compte avec plaisir.
Bah, merci pour ton accueil. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à cet échange aussi. Ton sourire que les auditeurs ne verront pas. Et voilà, je trouve ça chouette de partager sur ces sujets je pense que ça a pu se sentir, qui me passionnent. Merci, à bientôt. Merci Cécile. J'espère que vous avez aimé cet épisode autant que moi. Si vous connaissez quelqu'un qui aurait beaucoup de choses à dire sur le sujet, je serais très intéressée de le savoir. Alors partagez-nous son nom en commentaire. Pour nous soutenir, n'hésitez pas à partager cet épisode et à vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer les prochains. Et si l'envie de nous mettre plein d'étoiles et un commentaire vous prenez, n'hésitez surtout pas. À bientôt!